Direction le Maine-et-Loire, où la situation se dégrade encore. Le préfet appelle à la plus grande prudence. À Chefs-sur-Sarthe, à 20 km au nord d'Angers, l'ordre d'évacuer va être donné à une partie des habitants. L'eau continue de monter d'heure en heure. L'électricité va devoir être coupée et le village est trop isolé pour envisager la venue des secours en cas de problème. Laszlo Gelabert et Fabrice Hamzel sont sur place. Vue du ciel, la commune de Chefs semble posée sur l'eau ce matin. Dans l'urgence, 7 familles continuent d'évacuer. Je pense que ce soir, on pourra plus passer du tout dans Chefs, quoi. Au moment de revenir chez eux pour récupérer les dernières affaires, le choc. C'est monté vite par rapport à hier? Ah oui. Là, je trouve que c'est vachement monté. Hier, il n'y avait pas tout ça. La Sarthe monte vite, 1 cm par heure. Juste à côté, 3 familles sur le point de s'en aller. Il y a les moineaux, on a les couettes là pour les lits, on a le manger, bouteille de gaz, et puis le manger pour les bêtes, puis du linge. Nous rentrons chez Yves, 71 ans. L'eau n'est pas encore arrivée, mais il redoute le pire. Ses meubles sont surélevés, bien accrochés, son sac déjà prêt. Là, dans le sac, là c'est le minimum parce que le gros est parti. Puis le verre, les papiers, les médicaments pour l'urgence. Je ne peux pas les évacuer, ceux-là. Pas le choix, il doit laisser ses oiseaux. Il partira ce soir chez un cousin. Point d'interrogation, on sait qu'on part, mais on ne sait pas quand ils vont nous donner l'autorisation de revenir. 350 habitants ont déjà quitté le centre de la commune. Une centaine est encore sur place. En contact avec la préfecture, le maire est sur le point de donner l'ordre d'évacuer à toute la population. Ça va rester inondé un bout de temps, donc non, mais t'inquiète pas, je vais pas prendre de risque. Nous allons atteindre la cote critique de 6,80 m et Enedis, donc, par sécurité, coupera toute l'électricité sur le village. S'il ne pleut plus, pourquoi l'eau continue de monter? La commune est entourée de ruisseaux gorgés d'eau qui se déversent dans la Sarthe. Déjà en crue, la rivière gonfle donc de plus en plus. Le pic est prévu pour ce week-end. En fin de matinée, des pompiers sont arrivés sur place pour surveiller les prochaines évacuations. Et nouveaux départements touchés par ces crues qui vont se poursuivre tout le week-end, voire au-delà, la Loire-Atlantique. Ici, sur ces images tournées par Renan Hellec à Loire-Auxence, en bord de Loire, déjà une trentaine de centimètres dans les rues. Les pompiers ont réalisé plus d'une centaine d'interventions sur le département depuis hier, 16 heures. À Saintes, 1300 maisons ont été inondées et même si la pluie s'est enfin arrêtée, l'eau va continuer à monter au moins jusqu'à dimanche en raison des grandes marées. On retrouve sur place Antoine Casabonne et Christophe Deveau. Oui, effectivement, nous sommes dans une rue de Saintes totalement inondée où l'eau est montée de manière spectaculaire. Regardez, j'ai de l'eau jusqu'à la poitrine et ici, forcément, depuis ce matin, c'est très calme puisque la plupart des habitations ont été évacuées. L'électricité a été coupée dans une grande partie des logements. Le réseau d'assainissement ne fonctionne plus du tout dans le quartier et il va falloir être patient puisqu'à cause du phénomène de grande marée, cette eau qui devait s'évacuer pourrait bien stagner encore quelques jours. L'eau risque encore de monter de 5 cm par jour jusqu'à dimanche. Ils sont à pied d'œuvre depuis plus d'une semaine et pour assurer toutes leurs interventions, les pompiers ont besoin de beaucoup de matériel. Nous vous emmenons aujourd'hui dans un endroit que l'on ne vous a jamais montré jusqu'ici. C'est dans ce hangar qu'on gère les stocks, qu'on répare et dispatche les équipements de tout le département. Une course contre la montre pour que les équipes ne manquent de rien sur le terrain à Bordeaux et à l'Aréole. Sarah Francesconi, Nicolas Forestier et Amaury Gonçalves. Ce sont les pompiers de l'ombre qui travaillent ici. Mécaniciens, soudeurs, électriciens, tous réparent le matériel utilisé en intervention. Ce bateau revient de Langon. Il a servi à des dizaines d'évacuations suite aux crues. On fait un contrôle complet du bateau. On fait beaucoup de préventifs pour éviter de tomber en panne sur l'eau. On ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes, on n'est pas des plaisanciers, quoi. Les bateaux doivent être opérationnels le plus vite possible. Bougie et bobine. Tu vois ça pour commander les pièces ? Et chaque minute compte. Bougie d'allumage, filtre à air, filtre à huile. À l'autre bout du hangar de 6000 m², c'est Amine qui reçoit la commande. Là, en référence, on a plus de 10 000 pièces. Dès que je reçois la demande sur un logiciel, je la traite immédiatement. En 8 minutes top chrono, il renvoie les pièces manquantes à l'atelier.
Je l'ai reçue ce matin et elle va repartir là aussitôt. Ils vont la remonter, le bateau il va repartir. Notre but, nous ici, c'est que le matériel y rentre et qu'il reparte aussitôt pour maintenir l'opérationnel. Le bateau est réexpédié sur le terrain avec du matériel supplémentaire. Alors, ça part à l'aréole, il y a 4 gilets de sauvetage, une frite, 2 bouées. On charge et on envoie. Un rythme intense qui a permis aux pompiers sur place d'assurer près de 1300 interventions depuis le début des crues, comme cette opération de pompage à l'aréole. Et on voit l'eau qui est refoulée derrière la digue. Et donc ça nous permet surtout de protéger la route, qui est un axe principal d'accès à l'aréole, puisque vous avez beaucoup d'accès en amont et en aval qui sont fermés. Du pompage, mais aussi du nettoyage. Dans le centre logistique, les équipes se préparent à la décrue. Elles sont parées à toutes les éventualités. Vous allez retrouver des pelles, des balais, des raclettes. Notre objectif, c'est effectivement de répondre à toutes les éventualités, de prévoir les scénarios, même les plus improbables, pour que le soutien technique et logistique ne soit jamais défaillant. Pour répondre aux besoins de toutes les casernes du département, ce centre fonctionne 24 heures sur 24. La cadence reste soutenue. La décrue n'a pas encore démarré dans les secteurs inondés. Au total, ce sont 13 000 foyers qui sont toujours privés d'électricité aujourd'hui, certains depuis plus de 10 jours. Partons tout de suite dans le Lot-et-Garonne, où les habitants de plusieurs villages inondés sont en colère ce matin. Ils dénoncent le mauvais entretien des digues et ils ont le sentiment d'avoir été sacrifiés pour préserver les grandes villes plus en aval, comme Bordeaux. À Sénestis et à Gaujac, Alexandra Vieira et Christophe Brousseau. Sonia n'était pas revenue voir les dégâts avant aujourd'hui. Ces serres, remplies de fraises, ont été ravagées. L'eau s'est engouffrée dans une brèche et la digue a cédé. Un champ de ruines, des arceaux partout. En fait, je suis désemparée. Je ne sais pas par où je vais commencer, comment je vais m'en sortir. 100 000 € de pertes et un sentiment de colère et d'injustice pour elle et ses voisins. Ah ben oui, ma récolte, elle est foutue. L'État devrait peut-être mettre plus de moyens, nous aider parce que il y a de l'humain derrière les digues. Il n'y a pas que l'argent. Au bout d'un moment, il faut penser qu'il y a des gens qui travaillent derrière les digues, il y a des gens qui vivent derrière les digues. L'État, au lieu de surveiller les digues, c'est-à-dire de mettre un peu plus d'argent en surveillance des digues, là, ça va coûter encore une fortune à refaire. Et l'année prochaine, ça peut répéter ailleurs et c'est un gâchis. Dans le département du Lot-et-Garonne, plusieurs brèches se sont ouvertes face à la puissance de l'eau. Ici à Aiguillon, en vert sur l'image, ou encore à Couture-sur-Garonne. Et partout la même question, pourquoi les digues n'auraient-elles pas fait leur travail? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, au-dessus de 9 mètres de haut, l'eau doit pouvoir dépasser la digue pour inonder les plaines et soulager le niveau d'eau de la Garonne avant qu'elle n'atteigne la région bordelaise. C'est un système d'eniguement qui permet de canaliser le courant, de garder le courant à l'intérieur des digues. Par contre, et vous le voyez là-dessus, qui permet aussi de stocker, de faire bassin de stockage d'inondation. Sans les digues, on aurait les dégâts liés au courant qui viendraient se rajouter. Impossible de rehausser sans cesse les digues, car l'eau des rivières doit pouvoir passer pour s'écouler dans la Garonne. Il faut surtout pouvoir les entretenir, mais cela a un coût. L'agglomération ne dispose que d'un budget de 500 000 € par an, en prélevant 15 € de taxes par habitant. Et c'est une agglomération de 63 000 habitants qui doit payer les dégâts d'une eau qui peut arriver d'un dixième de la France, qui représente un bassin de population supérieur à 4 millions de personnes. C'est normal ça? Bien sûr que non. C'est effectivement un vrai problème d'injustice. On ne peut pas dire à un territoire, vous prenez toute l'eau et puis les dégâts qui vont avec, et puis vous vous débrouillez. Les premiers travaux de réparation commenceront en avril. Ils pourraient atteindre les 10 millions d'euros dans ce secteur. Et ces questions que se posent logiquement beaucoup de sinistrés. Qui prendra en charge tous les dégâts? Quand seront-ils remboursés? Le ministre de l'économie, Roland Lescure, recevra les assureurs à Bercy cet après-midi. Certains sont déjà sur le terrain auprès des victimes. À Langon, des unités mobiles ont été installées pour que les habitants puissent déclarer directement leurs pertes. Sur place, Joe Sacal et Axel Charles-Messens. La décrue à peine entamée, l'heure est au constat des dégâts. Pour Anthony. C'est le trait de niveau d'eau, donc à peu près, grosso merdo, à 1 mètre. Cet habitant n'a pas eu le temps de tout retirer avant la crue. Les meubles abîmés,
sont nombreux. Sur ce placard qui est récemment acheté, et là il a commencé à bomber, là c'est rempli de flotte. Un meuble à 400 €. Tout de suite, la question s'impose, comment sera-t-il indemnisé? Il faut prouver les factures. Par exemple, cet après-midi, j'ai déjà rendez-vous avec mon assureur pour commencer à déclarer tous les biens qui sont touchés. Mais Anthony n'est pas le seul à vouloir être indemnisé rapidement. Un assureur nous a confié avoir reçu 17 000 appels en une semaine. Pour accélérer les dossiers, il se déplace donc dans des camions au plus près des habitants touchés. On a une grosse branche qui est tombée sur la clôture des sangliers. Une clôture arrachée et des arbres déracinés pour Edith. Des dégâts rapidement chiffrés, photo à l'appui. Un produit qui s'est cassé. Je vais vous régler une indemnisation de 1 540 €. Ok. Formidable. Et être sur place, ça permet aussi d'être plus présent. Les personnes qui n'arrivent pas à nous joindre aussi, parce qu'ils n'ont plus de téléphone, coupure de courant, surtout liées aux inondations. Donc être sur place, ça leur permet d'avoir d'autres moyens de contact. Ces assureurs vont indemniser des milliers d'habitants dans les prochaines semaines. Conséquence, les cotisations d'assurance que nous payons tous pour être couverts devraient augmenter. Plus 6 à 7% à l'échelle nationale, mais néanmoins, on pourrait avoir des augmentations plus fortes sur les zones sinistrées, notamment en Nouvelle-Aquitaine, d'ici la fin de l'année, voire en 2027. Les communes touchées par les inondations devraient être reconnues en état de catastrophe naturelle. Les habitants auront donc 30 jours pour effectuer leur déclaration de sinistre.